Je suis donc contente de retrouver mes collègues du Café politique. Une nouvelle année, une nouvelle scène politique qui se dessine, même à plusieurs égards. Et alors, je retrouve à Caraquette François Gravel, éditorialiste de l'Acadie Nouvelle. Bonjour, François, bonne année. Bonjour Martine, bonne année, c'est le temps des résolutions, hein. Dans les derniers mois, c'est arrivé souvent là, que des annonces politiques, ou au provincial en particulier, ont eu lieu le vendredi après le café politique. Alors, nouvelle résolution pour nos politiciens, de faire ça un petit peu plus tôt dans la journée, juste avant le café politique, c'est parfait. Oui. D'ailleurs, j'ai vu qu'au fédéral, on a compris le message. Là. On a appris très tard hier soir que la date pour le congrès au leadership du Parti libéral qui aura lieu le 9 mars. Ben oui, il faut quand même tenir en considération le café politique, n'est-ce pas? Jacques Poitras, notre collègue de CBC à Fredericton. Bonne année, Jacques. Bonne année, bonjour. Je suis déjà fatigué. J'ai déjà hâte pour les fêtes de Noël. Non, mais vraiment, on arrive de vacances, puis on nous annonce toutes ces nouvelles informations, on nous propose toute cette actualité. Oui, vraiment, on aura besoin de vacances bientôt. Mais Trudeau, lui, ben ça s'en vient, en fait, et vous le disiez, François, puis tiens, je vais commencer avec vous. Lui qui a dit « Je demeure chef jusqu'à ce qu'on trouve un nouveau chef », ben, connaît désormais la date où ben, ce sera la fin pour lui. Oui, encore une fois, ça revient à ce que je dis depuis le début de la semaine dans ce dossier-là. Au Téléjournal Acadien en éditorial, M. Trudeau a beaucoup trop tardé. C'est extraordinaire de penser que sa démission donc sera effective quand il y aura un nouveau chef, que ce nouveau chef entrera en place le 9 mars, c'est-à-dire quoi? 2 semaines avant la fin de la prorogation, 2 semaines avant un vote de confiance dans lequel le gouvernement risque de tomber et déclencher des élections. C'est extraordinaire. Je suis vraiment sidéré par tout ça. Ce n'est pas une bombe de dire que M. Trudeau aurait dû partir plus tôt. Je pense qu'on le savait déjà. Ce n'est pas une bombe maintenant de dire qu'il aurait dû partir immédiatement. À court terme, M. Trudeau vivait sur du temps emprunté. Il vit encore sur du temps emprunté plus que jamais. Son leadership était contesté. Il l'est toujours. Il va démissionner quelques jours seulement avant la fin de la prorogation du Parlement. Je crois que le Parti libéral a besoin, et le gouvernement canadien aussi a besoin de nouveaux chefs maintenant, pas le 9 mars. En fait, il avait besoin de nouveaux chefs il y a déjà un an, je pense. C'est bon. Ça laisse bien le Parti libéral dans une situation extrêmement difficile. Et le gouvernement du Canada aussi dans une situation extrêmement difficile, alors qu'on sait qu'on a aux États-Unis, d'ici cette date-là, le président Trump qui va entrer en vigueur et qui, lui, de son côté, parle déjà non seulement de tarifs, mais d'annexer le Canada aux États-Unis. Et puis, on n'a pas attendu le 9 mars pour déjà faire le bilan de ce que Trudeau laisse derrière lui. Peut-être un petit mot là-dessus, François, avant de passer à Jacques. Oui, tout à fait. Tout ce que je peux dire, c'est que je vais attendre de faire le bilan de la carrière politique de Justin Trudeau parce que, bon, il n'est pas encore parti d'abord, mais aussi parce qu'il va falloir, dans le bilan, attendre le résultat des prochaines élections fédérales. Ça va faire partie de son bilan, ça aussi, si le parti disparaît de la carte, par exemple. La seule chose que je dirais à nos auditeurs, c'est que quand on fait le bilan d'un chef, de ne pas faire l'erreur de seulement se résumer aux dernières semaines ou aux derniers mois. C'est le chaos présentement au gouvernement. Ça va mal. Tout ça va teinter le bilan de M. Trudeau. Mais c'est sur 9 ans qu'il va falloir le faire. Et M. Trudeau a vu des très mauvais coups, mais il a réussi des bons coups aussi. Alors, est-ce qu'il a raison de s'accrocher, Jacques Poitras, Justin Trudeau? Ben, je pense que sur le bilan, je pense que il reste aussi à peu près 6 semaines où on va voir si ces tarifs rentrent en vigueur le 20 janvier ou non. Si le fédéral réussit à convaincre Donald Trump de ne pas mettre ces tarifs de 25 en place. L'autre aspect des bilans, comme l'allocation canadienne pour les enfants, beaucoup de programmes bénéfices, même la taxe sur le carbone, très controversée et je pense que c'est mort au niveau politique, mais on a vu des indices récemment que les émissions du Canada ont baissé en 2023. Alors, on peut voir que tout le bilan des 10 ans penche pas vraiment sur les dernières semaines. Je pense que c'est l'attitude et le comportement du premier ministre, l'impression qu'il donnait qu'il savait mieux que les Canadiens, qui était vraiment la fin de sa carrière. Je pense que sa décision cette semaine était inévitable. Aucun premier ministre dans cette situation a resté puis a essayé de gagner une autre fois, sauf peut-être Richard Hadfield en 87. Ça a donné ce que ça a donné, hein? Une époque où on avait moins de sondages, moins de données, moins d'indices de où allait l'électorat, mais
comme tu dis, Martin, il a gagné 0 siège. Alors, aucune surprise vraiment avec ce qui s'est passé cette semaine. Bon, les auditeurs vont comprendre que tout notre café là, tourne autour de la même chose, mais on passe quand même au deuxième volet. L'impact que tout ce qui se passe à Ottawa, mais aussi entre Ottawa et Washington, peut avoir sur le Nouveau-Brunswick, mais aussi, Jacques Poitras, le rôle que prend Susan Holt et le ton qu'elle emploie également. Oui, c'est intéressant de voir Susan Holt. On a entendu le clip à propos de Lamar, puis je ne sais pas si elle a des informations que Donald Trump adore Lamar, mais le fait qu'elle parle de Lamar et le menace qu'il va perdre accès au bar canadien au Néo-Brunswickois, c'est intéressant comme stratégie. Je pense que les premiers ministres provinciaux ont un peu de latitude, peut-être d'être plus agressifs avec les Américains, de parler un peu plus directement sur des impacts, de prendre des positions avec un peu de distance d'Ottawa, puis laisser... c'est la théorie du good cop, bad cop, mais... et il ne faut pas oublier aussi, quand on parle du bilan du premier ministre Trudeau, que il a réussi il y a 5 ans ou 6 ans à prolonger au moins pour une autre 5 ans l'entente de libre-échange. Alors, cet effort-là, qui n'était pas évident, qui n'était pas facile, qui était vraiment un effort qui prenait toutes les ressources du gouvernement fédéral pour un bout de temps, a réussi à sauver pour l'instant cette entente, à sauvegarder l'accès au marché américain pour les exportateurs, incluant beaucoup d'exportateurs du Nouveau-Brunswick. Alors, on peut voir déjà un peu la même effort on sait que les premiers ministres provinciaux vont aller à Washington en février pour se rencontrer avec des démocrates et des républicains au Congrès pour les parler de l'impact négatif des tarifs. On a vu Justin Trudeau sur CNN hier qui faisait l'argument contre ces tarifs-là. Alors, on voit que les choses développent malgré le fait que le premier ministre fédéral a maintenant une date d'expiration du 9 mars. En effet. Donc, sur tout ce qui se passe, François Gravel, à Ottawa, à Washington, entre les deux, l'impact sur le Nouveau-Brunswick, le rôle qu'on doit jouer, quel est-il? Il va être majeur, cet impact-là, si Donald Trump agit comme il le promet en imposant ses tarifs sur les exportations canadiennes. Je trouve ça intéressant, moi aussi, d'entendre Susan Holt ne pas hésiter à prendre la parole, reconnaître l'enjeu du moment. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Souvenez-vous cette déclaration, il y a déjà quelques semaines, où elle avait dit qu'il fallait injecter de la douleur aux États-Unis en parlant d'une façon une réponse du gouvernement canadien. À court terme, pour Mme Holt, pour le Nouveau-Brunswick, il n'y a rien qui change. Bon, Justin Trudeau est toujours le premier ministre. Donald Trump menace toujours d'imposer ses super tarifs. La nouvelle la plus importante, vraiment, dans ce dossier-là, c'est la décision de Dominique Leblanc, et on va en parler tantôt, de ne pas se lancer dans la course à la succession de M. Trudeau. Susan Holt a déclaré qu'il y a un sentiment général de soulagement chez les premiers ministres provinciaux du fait que M. Leblanc va continuer de gérer tout ce qui touche la crise de Donald Trump. Donc, il y a beaucoup de gens, et pas seulement Mme Holt, qui sont soulagés qu'avec M. Leblanc en poste, au gouvernement fédéral, il y a au moins un interlocuteur sérieux, crédible pour négocier avec les Américains en attendant les élections. Parce que pour le Nouveau-Brunswick, quand on parle d'impact, on rappelle que l'enjeu est majeur. 92 % de nos exportations prennent la direction des États-Unis. Si et quand les tarifs américains entreront en vigueur, l'impact va être majeur et le gouvernement Holt va devoir décider comment il va gérer ça. En Ontario, le premier ministre Doug Ford a dit qu'il s'attend à ce que les entreprises ontariennes perdent des dizaines de milliards de dollars en raison de ces tarifs-là. Et il a répondu que son gouvernement à lui en Ontario, va être prêt à agir, va être prêt à injecter des milliards de dollars dans l'économie pour appuyer ces entreprises si elles sont menacées de fermeture en raison de cette crise-là. Le gouvernement Holt, qui lui a promis d'équilibrer le budget, pourrait être confronté à cette question-là. Il va devoir décider, possiblement à un certain point, jusqu'à où il est prêt à aller pour appuyer l'économie néo-brunswickoise si une crise se produit. On va passer justement au troisième volet
Ce spécial bouleversement politique national nord-américaine en parlant de la décision de Dominique Leblanc. Il dit non, je ne me lancerai pas dans la course à la succession de Justin Trudeau. Et malgré ça, Jacques Poitras, des députés, ils croient toujours, se sont présentés devant des caméras, devant des micros de journalistes à Ottawa en disant « Je pense toujours que c'est la bonne personne pour succéder à M. Trudeau. » On l'a entendu, les premiers ministres, eux, sont rassurés qu'il y a quelqu'un qui a les mains sur le volant, qui connaît bien les dossiers chauds ces jours-ci. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la place qu'a pris Dominique Leblanc jusqu'à maintenant, là, au haut du palmarès des possibles successeurs au premier ministre? C'est vraiment intéressant parce qu'on a toujours pensé de Dominique Leblanc comme parmi le premier tiers des candidats pour la chefferie pendant les dernières semaines, que c'était possible qu'il gagnerait s'il se présentait. Il a dit que c'est plus important de régler le dossier de tarifs avec Donald Trump. Mais Judy Sgro, députée de Toronto, a fait une entrevue. Elle a mentionné une douzaine de députés dans le caucus qui venaient de Ontario, Québec et l'Atlantique qui voulaient convaincre M. Leblanc de changer son idée. Elle a même dit que, et l'animateur David Cochrane a dit qu'il a entendu presque la moitié du caucus fédéral voulait Dominique Leblanc. Elle l'a pas nié, puis elle a dit s'il se présentait, le course serait terminé rapidement. Alors, ça donne l'impression que si Leblanc se présentait, des autres candidats peut-être décideraient de ne pas se présenter. S'il a tellement d'appui dans le caucus, c'est vraiment... je me demande s'il va reconsidérer sa décision, mais il a dit qu'il ne va pas le reconsidérer. Maintenant, on sait que les candidats ont jusqu'à le 23 janvier à décider s'il veut officiellement se lancer dans la course. Alors, ça ne va pas prendre longtemps pour avoir la vraie décision finale de Dominique Leblanc. Et on s'est demandé, François Gravel, si on n'allait pas changer les règles du jeu, étant donné le court laps de temps qu'il y avait entre l'annonce de M. Trudeau et la fin de la prorogation. Et on a quand même une campagne en bonne et due forme qui s'installe, même si elle sera courte. Si le caucus avait choisi, ce sera lui, notre gars, qui prend les commandes tout de suite, on dirait que la suite aurait été bien différente. Oui, le scénario idéal pour le Parti libéral, honnêtement, ça aurait été que Dominique Leblanc prenne l'intérim du parti, que tout le monde soit rallié autour de lui, y compris ceux qu'on voit aujourd'hui comme des candidats à la direction, et que finalement l'intérim devienne une permanence. Le vrai scénario idéal aurait été que tout ça survienne il y a 1 an ou 2, là, bien sûr, mais à ce point-ci, M. Leblanc aurait fait le parfait chef. Jacques a raison. Là. On n'imagine pas, nos auditeurs, là, à quel point Dominique Leblanc est respecté et a des appuis nombreux et puissants au sein du Parti libéral, au sein des députés du caucus. L'annonce qu'il ne serait pas candidat a été accueillie avec une grande déception. Et c'est pour ça que tous ces gens-là, aujourd'hui, qui se retournent encore vers M. Leblanc et essaient de le convaincre, de lui dire finalement de reconsidérer et d'être candidat. On entend même les premiers ministres provinciaux l'apprécient beaucoup. Doug Ford a critiqué cette semaine le leadership de Justin Trudeau avant d'ajouter, sans même qu'on lui pose la question, mais je veux complimenter quelqu'un, je veux complimenter Dominique Leblanc. Tant qu'il occupe la position qu'il détient, je garde confiance. Alors, c'est assez extraordinaire la position dans laquelle il se trouve présentement. Mais bon, je ne crois pas que M. Leblanc va reconsidérer. On verra. On a déjà eu des surprises en politique, mais quand on dit de façon assez claire, je ne serai pas candidat, je n'y vais pas. Ça peut être étonnant. Mais bon, il y a des pressions très fortes qui sont faites auprès de lui pour qu'il reconsidère sa décision. Très intéressant. Bon, on va passer à vos cafés. Chers amis, alors les cafés, on les donne à des acteurs de l'actualité ou à des événements qui ne se sont pas retrouvés dans nos 3 sujets principaux. Et je vais commencer avec vous, à Fredericton, Jacques Poitras. Nos premiers cafés de 2025. Une des grandes questions en politique pour moi, pour 2025, et j'accorde un café à tous les députés sortants et candidats conservateurs fédéraux au Nouveau-Brunswick, parce que la grande question, c'est qui sera une ministre dans le cabinet de Pierre Poilievre si, comme prévu, il gagne. Il y a un ancien ministre provincial, il y a un député qui a déjà été ministre fédéral. Il y a un ancien député provincial, Brian McDonald, qui a appuyé très fort Pierre Poilievre, qui travaille très fort sur le terrain pour lui. Il y a des candidats vedettes. Peut-être il y aura un candidat
francophone à Moncton ou à Madawaska-Restigouche qui va être élu. Qui serait cette ministre? La relation avec une ministre fédérale et un premier ministre provincial au Nouveau-Brunswick a toujours été très importante malgré les différences partisans. C'est une relation très importante et j'ai hâte à voir qui va réussir. Alors, des cafés sucrés pour tous ces candidats et députés. Et 2 cafés pour Chandra Arya, député libéral de la région d'Ottawa, qui se présente pour la chefferie avec une promesse de couper nos liens avec la monarchie. Café sucré pour le courage de dire ce que beaucoup de monde pense, mais café corsé pour le risque de nous lancer dans des longues négociations constitutionnelles parce que ça prendrait un amendement à la Constitution pour éliminer la monarchie. Oui, absolument. Merci beaucoup. Et puis, de votre côté, François, les cafés, vos premiers de 2025 vont à qui? Éliminer la monarchie pour joindre les États-Unis, ce projet-là? Oui, c'est peut-être notre dernier rempart pour ne pas être forcé à s'annexer, là, le fait qu'on soit une monarchie ou dans la monarchie. Nous débordons, Martine. Vous avez le pouvoir. C'est correct, oui, allez-y. Oui. Steve est très, très généreux. Oui. Ah, j'aime Steve. Un cappuccino, Martine, aujourd'hui, aux députés libéraux fédéraux. Donc pas conservateurs, mais libéraux, Serge Cormier, René Arsenault, Wayne Long, qui ont besoin d'un bon cappuccino bien relax, là, après avoir vécu des moments intenses cette semaine avec l'annonce de démission, bien sûr, de M. Trudeau, on en revient, et qui vont vivre d'autres moments difficiles à l'approche des élections. Et la sortie de Chrystia Freeland a précipité la chute de Justin Trudeau, mais on oublie qu'au sein du caucus, ça fait depuis 2023 qu'on essaye, parfois subtilement, parfois très directement, de faire comprendre à M. Trudeau qu'il est grand temps qu'il laisse la place à quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas facile de tenir tête à un chef de parti, et encore moins quand le chef est aussi premier ministre. Et c'est très difficile de le pousser vers la porte de sortie. On l'a vu au Nouveau-Brunswick, comment les efforts pour pousser Blaine Higgs ont échoué, comment des députés d'expérience, des ministres influents ont été punis par M. Higgs lorsqu'ils ont tenté de s'opposer à lui. Alors, je ne doute pas qu'à Ottawa aussi, des députés comme M. Cormier, Arsenault, Long, qui ont exprimé publiquement, en privé aussi, leur préférence pour que M. Trudeau démissionne, ont dû subir toutes sortes de pressions. Ils ont fini par avoir gain de cause, finalement, même si, bon, je répète encore, de voir M. Trudeau s'accrocher comme ça ne peut pas leur faire plaisir. Et j'ajoute à ça un café plutôt amer au conseiller municipal de Belle-Baie, Jean-Guy Grant. Il a été en politique municipale pendant 25 ans. Il démissionne pour prendre soin de sa santé, pour passer plus de temps avec sa famille, mais aussi parce qu'il n'a pas pu s'empêcher de préciser que sa démission est aussi liée avec sa frustration à propos de la politique linguistique de Belle-Baie. Cette fameuse politique là, qui prévoit que les affiches, les communiqués, les avis sont en français, sauf en ce qui a trait aux questions de santé et de sécurité publique. Belle-Baie est une municipalité acadienne, à forte majorité francophone. M. Grant préférait qu'elle offre de meilleurs services à sa minorité anglophone. C'est un dossier qui avait fait beaucoup réagir à l'été 2023, mais la tempête a fini par se calmer. Alors, j'étais vraiment étonné de voir ce conseiller-là ramener ça de nouveau à l'avant-plan. Eh bien, François Gravel, on continue de lire vos éditoriaux dans l'Acadie Nouvelle et de suivre vos reportages. Jacques Poitras à CBC. Merci tous les deux. Puis on se retrouve la semaine prochaine, plus disciplinés, promis, dans les temps. Plus disciplinés. Pour notre café politique.